Merci, cher Jacques Matteux, de cette invitation que j'ai acceptée avec plaisir, peut-être avec un peu de précipitation, parce que je crois que c'était Cicéron qui disait que philosopher, c'est apprendre à mourir. Manifestement, faire de l'économie, c'est pas véritablement apprendre à mourir et réfléchir sur la mort, puisque c'est un terrain qui est quasi vierge aujourd'hui. Et pourtant, j'avais accepté il y a 2 ou 3 mois cette invitation. Et il est clair que l'actualité d'aujourd'hui nous montre l'importance de l'aspect économique dans des décisions qui ont une relation directe avec la mort. Puisqu'il est de bon ton de dire que la vie n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, mais vous savez évidemment que malheureusement, tout a un prix, et en particulier la vie et la santé. C'est bien pour ça que l'allocation des ressources dans ce domaine-là est particulièrement importante. Tout a un prix, tout a toujours un prix, sauf en situation exceptionnelle, comme celle que nous vivons actuellement, puisque, on a entendu le président hier, on a entendu, coûte que coûte, nous ferons ce qu'il faut pour sauver des vies, ce qui est évidemment pas l'habitude, puisqu'il y a toujours un budget qui est fini, et que par définition, des décisions économiques font que nous avons des milliers de morts anonymes qui arrivent chaque année indirectement par des raisons économiques, parce qu'encore une fois, les budgets sont finis. Mais vous voyez qu'une fois qu'on dit ça, je participe pas mal à des débats, dont ce qui arrive aujourd'hui, c'est juste inaudible. On est incapable d'avoir ce débat-là sur un plateau de télévision en disant que est-ce que véritablement les décisions qui sont prises, qui vont avoir un coût économique absolument colossal, sont raisonnables par rapport au nombre de vies qu'on va sauver. Sur un plan économique, évidemment que non, mais sur un plan politique, évidemment que oui, puisque même les dictatures ont pris des décisions qui ont mis par terre leur économie pour le faire pour des raisons uniquement politiques. Donc vous voyez que c'est un sujet, je comprends mieux quand on commence à réfléchir à ce sujet, pourquoi j'ai quasiment pas de collègues qui s'intéressent à publier sur la question, quitte à être pris pour des cyniques absolument épouvantables. Mais pourtant, je partage l'avis qu'on devrait peut-être s'y mettre, parce que si vous regardez les soins palliatifs, par exemple, où il n'y a strictement aucune évaluation médico-économique, peut-être que notre retard, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, peut-être que notre retard en un domaine est aussi lié à une absence de réflexion économique. Alors, la fin de l'existence recèle de nombreux enjeux économiques et financiers sur les familles, sur les établissements de santé, sur l'organisation sociale dans son ensemble. Souvent, cette période de vie est associée à des dépenses, à un poids économique extrêmement important. On va voir que la réalité est souvent relativement différente. Alors, je vais aborder 3 points. Premier, c'est est-ce qu'on peut d'abord avoir une réflexion économique sur les questions de fin de vie ? La deuxième, c'est d'essayer d'évaluer l'impact économique de cette fin de vie. Et la troisième, c'est d'essayer de répondre à la question est-ce que les dépenses liées à la fin de vie sont efficientes ? Alors, c'est probablement, je reviens un petit peu au cynisme économique, c'est probablement dans la manière dont les économistes traitent la question de la mort que se révèle le mieux une forme souvent d'insensibilité qui est vécue par le grand public pour notre profession aux éléments les plus basiques de la condition humaine. La théorie économique se définit avant tout par son approche que par son objet. Par définition, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le même raisonnement économique autour de la mort que l'on peut avoir autour de l'inflation, autour de la croissance ou autour du chômage. La question de la mort n'est pas moins digne de l'attention d'un économiste donc, que le sont ces questions-là. Cette question pourrait cependant être la pierre d'achoppement, on verra, de notre secteur. L'économie appliquée à la mort apparaît comme davantage, évidemment, dans la question d'économie de la santé. Le point de départ de ma réflexion va être une statistique qui est assez confondante, que vous savez tous, c'est que plus nous vieillissons et plus nous nous rapprochons de la mort, plus nos dépenses de santé augmentent. Et en fait, ce n'est pas l'âge qui est le déterminant essentiel, mais c'est la proximité de la mort. On dépense à peu près 1 500 € à 50 ans
2 500 € à 60 ans, 4 000 € à 70 ans, en moyenne évidemment, 6 000 € à 80 ans et 6 500 € dans le mois qui précède notre mort. Mais en fait, encore une fois, le fait que plus nous vieillissons, plus nous nous rapprochons de la mort, fait que vous avez cette corrélation, mais c'est bien la proximité de la mort qui fait que vous avez une forte augmentation des dépenses de santé à cette période-là. Lorsque l'on brandit cette statistique, évidemment, on ne le fait pas sans arrière-pensée lorsqu'on est économiste. Il faut faire remarquer que ces soins ultimes ont sans doute une fonction palliative, mais surtout une valeur symbolique, et que leur effet sur la mortalité et sur la morbidité est relativement faible. On économiserait donc des normes en théorie, ce n'est pas mon approche ou ma théorie, mais si on suit la théorie économique, on économiserait d'énormes quantités de ressources rares à préparer les patients à leur fin certaine par des moyens traditionnels et à réserver les actes médicaux coûteux aux interventions techniques efficaces. Est-il souhaitable pour l'avenir d'un pays de consacrer l'essentiel de ses dépenses de santé à la gestion du refus de la mort aux dépens de l'enfance, de la maternité, de la précarité sanitaire, de la sécurité routière ou de l'éducation? Un autre point dans cette réflexion économique, c'est si vous regardez les inégalités socio-économiques auprès de la mort. La France est un des pays dans lequel on a toujours la certitude qu'on a le meilleur système de santé, ce qui est absolument faux. On a un excellent système de soins, mais qui n'a jamais été un système de santé. Mais on n'a jamais résolu une chose qui sont la réduction, la lutte contre les inégalités sociales de santé, qui sont extrêmement fortes. Il y a plus de 6 années d'écart entre une espérance de vie d'un ouvrier et d'un cadre. On était à 6 ans en 1980, on est à 6 ans et demi aujourd'hui. Bon, on va me dire, il n'y a pas une grande différence, mais enfin, c'est pas très glorieux. Et on a 8 ans d'espérance de vie sans incapacité entre un ouvrier et un cadre. Donc on voit que les conditions de la mort sont probablement l'une des conséquences les plus importantes et les plus insupportables de l'inégalité sociale. On sait en effet que la différence de niveau socio-économique donc, entraîne un gradient significatif en matière d'un certain nombre d'indicateurs de santé comme ceux que je viens de citer. La première cause de mortalité par cancer, par exemple, révèle que vous avez 2 fois plus de chances de mourir d'un cancer lorsque vous êtes un ouvrier que lorsque vous êtes un cadre. Mais ce différentiel ne saurait être compensé par une attitude spécifique vis-à-vis de la mort chez les personnes les plus précaires, comme s'il fallait attendre ce moment pour se préoccuper d'elles. C'est évidemment bien avant. On reviendra sur cette absence de culture de soins palliatifs, cette absence de culture de prévention et cette toute-puissance de notre culture curative. Ça a été dit, je crois, par Olivier Abel tout à l'heure. C'est que ce sentiment que finalement c'est un échec de la médecine lorsque l'heure de la mort arrive est quand même extrêmement bien ancré dans la mentalité d'un certain nombre de nos soignants, dans notre culture, tout simplement. Alors, la question de l'argent, elle est toujours essentielle, mais le plus souvent, elle n'est pas mentionnée, même si on dispose insuffisamment d'études globales sur le reste à payer. Tout à l'heure a été cité par mon prédécesseur le fait que, par rapport aux soins à domicile, mais il est évident que quand on regarde le reste à charge entre les différents lieux, on s'étonne moins que plus de 60% des Français meurent à l'hôpital, alors que 80% souhaitent mourir à domicile. Le reste à charge des soins de fin de vie est proche de 1 000 €, de l'ordre entre 700 et 1 000 € sont les cas lorsque vous êtes à domicile. Et à ces coûts, il faut évidemment ajouter tous les coûts des aidants, tous les coûts de l'entourage familial. On estime que cette économie souterraine est de l'ordre de 10 à 11 milliards d'euros. Donc on voit une différence de coût absolument énorme. On reviendra peut-être sur cet aspect de l'hôpital dans le 3e point. On pourrait d'ailleurs s'étonner aussi de l'absence de la collectivité dans la prise en charge des coûts liés à l'hébergement dans les EHPAD, comme si finalement cette part et donc des coûts de fin de vie, très souvent puisqu'on passe au maximum 18 mois, en moyenne 18 mois dans une EHPAD, comme si la collectivité se considérait pas concernée par cette part de la vie. Alors,
quelques éléments un petit peu sur le poids économique, un petit peu de la fin de vie, et notamment des soins palliatifs, qui sont... c'est extrêmement mal documenté. Donc j'ai essayé de vous chercher les données les plus récentes, ce qui n'est pas très facile. Mais c'est assez étonnant lorsqu'on les regarde un petit peu. Donc là, d'abord, il y a 3 types de fin de vie que l'on a mesurés. Il y a, pour 10 à 15% de la population, il y a un déclin qui est progressif, parce que ça a une importance sur l'évaluation économique. Pour 40%, il y a un déclin qui est en dents de scie, avec des maladies, des rémissions, etc. Et puis pour le reste, à peu près 50% de la population, il y a un déclin rapide, type après, par exemple, un cancer. Alors ce que l'on a mesuré, selon la dernière étude, c'est qu'il y a un coût de l'ordre de 14 milliards d'euros aux soins liés à la fin de vie, c'est-à-dire à la dernière année de vie, ce qui représente à peu près 26 000 euros par personne, sachant que l'on dépense en moyenne en France 3 000 euros par personne. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 9 fois la dépense dans la dernière année. Ça représente à peu près 11% de l'ensemble des dépenses. On entend souvent le chiffre de 30% qui vient d'une étude américaine réalisée à partir de Medicaid, qui est un peu la sécurité sociale pour les personnes âgées aux États-Unis, mais où il y a une erreur d'interprétation, c'est que justement, puisque Medicare ne concerne que les personnes de plus de 65 ans, en fait, c'est 30% du budget de Medicare pour la dernière année, ce qui signifie qu'à partir de 65 ans, vous avez 30% de l'ensemble des dépenses qui sont réalisées pendant la dernière année. Alors tout ça dépend évidemment, ces dépenses de dernière année, d'un certain nombre de déterminants, comme l'âge du décès, le mode de prise en charge, le type de pathologie. Voilà. Alors, si on veut rentrer un petit peu plus dans l'analyse, il y a une façon de faire pour évaluer vraiment quels sont les coûts liés à la mort, c'est de regarder les dépenses des plus de 75 ans en France. Et on s'aperçoit que ces dépenses sont de 8 milliards par an, ce qui fait que si vous faites le différentiel entre les 14 milliards et les 8 milliards, vous voyez que ce qu'on peut vraiment attribuer à des dépenses qui sont liées à la mort, c'est de l'ordre de 6 milliards d'euros. Voilà, de ce qu'on peut attribuer. Alors, quand on regarde un petit peu la distribution de ces dépenses, on s'aperçoit que près de 60% de ces dépenses sont à l'hôpital, 32% dans les soins de ville et 9% ce qu'on appelle les soins de suite et de réadaptation, et très peu, 2% d'hospitalisation à domicile, qui est vraiment le parent pauvre du secteur. Alors, ont été mentionnés tout à l'heure les soins palliatifs. Vous savez qu'on a énormément de retard dans les soins palliatifs, même si en effet il y a une société savante qui a été créée, qui a eu un grand plan en 2008 qui a été lancé, mais on verra un petit peu une comparaison internationale. On a probablement un problème de culture. On dépense 1,7 milliard d'euros sur les soins palliatifs. Vous avez à peu près 5 000, vous savez qu'il y a 3, on a gradué en 3 niveaux. Vous avez les unités de soins palliatifs qui sont dans tous les CHU, dans un certain nombre d'hôpitaux, principalement publics. Le secteur privé représente à peu près 35% des parts de marché. Puis vous avez ce qu'on appelle des lits assimilés à des soins palliatifs. Et puis vous avez tout simplement des lits, des gens qui meurent dans des lits qui ne sont pas dédiés à ça. Alors on a une aberration dans le système pour montrer qu'il y a eu une absence totale de réflexion dans les soins palliatifs qui sont considérés comme de la médecine à part entière. C'est un service de médecine comme les autres services. C'est que vous avez, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est chose, mais vous avez les hôpitaux sont rémunérés aujourd'hui à la tarification à l'activité. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est-à-dire qu'avant il y avait un budget global et maintenant on est passé à une rémunération à l'activité où vous êtes rémunéré en fonction du nombre de séjours que vous avez. Bon. Évidemment, les soins palliatifs sont un séjour, mais dont la durée est relativement difficile à prévoir. Et la logique de la tarification à l'activité, c'est d'avoir des séjours les plus courts possibles pour permettre de maximiser le nombre de séjours. Donc aujourd'hui, vous avez une tarification qui est de l'ordre de 6 150 € par séjour. Voilà le coût à peu près de votre prise en charge de la mort.
Et ça représente... c'est un séjour qui est évalué entre, de mémoire je crois, c'est 3 à 12 jours, mais peu importe, 3 ou 4 à 12 jours. C'est-à-dire que vous avez une borne basse et une borne haute. Si vous êtes en deçà de la borne basse, c'est-à-dire les 4 jours, on divise les 6 150 par 4 et ça vous donne un prix par jour, à peu près donc de 1 500 €. Et si ça dure plus de 12 jours, par contre, votre coût, donc après les 4 jours, que vous soyez 4 jours ou 10 jours, vous touchez 6 150 €. Donc vous voyez que votre prix à la journée baisse au fur et à mesure de l'allongement du séjour. Puis si vous êtes au-delà de 12 jours, il baisse encore plus. Alors, si cet outil qui est très, très, très controversé, même là où c'est le moins mauvais outil, il n'y a pas de bons outils de financement des soins. Il y en a qui sont moins mauvais que d'autres. La tarification à l'activité est pertinente sur des soins programmés, pour lesquels vous savez parfaitement, en gros, quand vous allez les faire et comment ça va se passer. D'accord ? C'est un mode de financement optimal en matière d'allocation des ressources. Mais là, en fait, vous avez quelque chose qui est d'abord, sur un plan éthique, extrêmement contestable, puisque vous voyez bien que la logique de « il faut que ça dure le moins longtemps possible pour que ça soit le plus rentable » est quand même pas tellement lié avec l'objectif social et humain et éthique que l'on veut donner à cette période de la vie. Mais en plus, il est contre-productif économiquement parce que la France se caractérise par un élément qui est plutôt négatif, qui est en fait de prendre les soins palliatifs très tard, donc avec des soins palliatifs qui sont relativement faibles par rapport à d'autres pays, sur lesquels je vais revenir. C'est-à-dire qu'en gros, on pratique une forme d'acharnement thérapeutique plus important que dans d'autres pays. Et en fait, si vous allongiez la période de soins palliatifs de façon assez sensible, vous feriez des économies de façon absolument substantielle. Donc en fait, on essaie de faire des économies sur cette phase-là de la vie tout en générant finalement une surdépense par cette approche que l'on peut avoir d'un contrôle budgétaire sur les soins palliatifs. Les chiffres sont tout à fait connus. Si vous avez une durée de 1 à 7 jours de soins palliatifs, vous faites faire des économies de l'ordre de 2 500 € sur les soins. Si vous avez une durée de séjour de 15 à 30 jours sur les soins palliatifs, vous faites faire des économies sur l'enveloppe soins de l'ordre de 7 000 €. Donc on voit que là, manifestement, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas eu de réflexion suffisante parce que rien ne va dans le sens de rémunérer de la sorte les soins palliatifs. Alors, si on regarde, et ça, on pourrait le changer. Alors, évidemment, après, on peut vous dire, mais OK, comment est-ce qu'on les rémunère ? Mais on trouverait une solution moins mauvaise pour les rémunérer si on passait un petit peu de temps sur la question, même si la question n'est pas simple. En tout cas, encore une fois, ce mode de rémunération pour les soins palliatifs est un non-sens absolu dans tous les domaines. Alors, j'ai regardé, puisque je dois reconnaître que je n'avais pas beaucoup d'idées, un petit peu comment la France, on peut toujours battre la coulpe, mais regarder un petit peu ce que font les autres. Et manifestement, on fait moins bien que les autres de ce point de vue-là. Il y a une étude qui a été réalisée pour The Economist sur la qualité de la mort sur 40 pays, les 40 pays les plus développés. La France arrivait en 23e position. Et ce sont majoritairement les pays anglo-saxons qui sont en tête, Royaume-Uni en tête, ensuite vous avez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et les États-Unis qui sont pourtant généralement très loin dans les classements, dans les systèmes de santé, sont dans ce classement 8e. Et vous avez la France donc, qui est 23e. Donc les Anglais, il faut savoir que les soins palliatifs le concept de soins palliatifs a été conçu par les anglo-saxons et le NHS véritablement a développé des services de soins palliatifs avec des services dédiés aux soins palliatifs, ça s'appelle les hospices, ou par exemple des infirmières de pratique avancée, si on va utiliser un terme un peu en France, avec du personnel formé dédié à ça de façon bien plus exhaustive qu'en France. Alors, après, on peut avoir une réflexion sur pourquoi les anglo-saxons ont une approche, une culture du soin palliatif bien plus développée que le nôtre. J'ai parlé de la culture, nous, sur le curatif. Vous savez que
l'approche utilitariste qui est utilisée notamment sur la réflexion médico-économique en Angleterre fait qu'on a plutôt tendance à minimiser cet acharnement thérapeutique. Mais vous voyez qu'en contrepartie, ce que l'on oublie, c'est que vous avez des soins palliatifs qui sont beaucoup plus développés. Donc on ne fera peut-être pas la dernière chimiothérapie que l'on sait absolument inutile, mais que l'on fait par abus de conscience ou par culture d'aller au bout. Mais en tout cas, on aura des soins palliatifs qui seront bien plus développés. Donc souvent, la critique que l'on peut entendre sur d'autres systèmes le font. Après, il y a évidemment, je laisserai aux sociologues, aux philosophes, mais il y a probablement une réflexion sur les cultures à avoir, hein, avec cette dominante de la religion catholique qui a structuré quand même la France pendant des siècles. Et si on prend l'Angleterre, les États-Unis, qui n'ont pas eu ce problème de gérer une religion ultra-dominante et une religion qui a quand même comme symbole le Christ sur une croix, c'est-à-dire la supplice, la souffrance physique et psychique jusqu'à l'agonie. Évidemment, tout ça, je n'en doute pas, et c'est le cas pour l'ensemble des réflexions sur la santé, a une origine, une part d'explication dans la culture des peuples et dans l'histoire de notre pays. C'est à considérer, mais c'est clairement, en matière de progrès et de qualité de prise en charge et de considération de l'être humain, aujourd'hui plutôt un aspect négatif qu'une force. Mais encore une fois, la lutte contre ça, on pourrait prendre les conceptions de la mort de Saint-Augustin, je ne peux pas mourir, ou je peux ne pas mourir, c'est-à-dire avoir une conception un peu libre de l'immortalité, ou je ne peux pas mourir, qui sont tout ça à réfléchir. En tout cas, c'est assez intéressant à réfléchir. Alors, est-ce que les dépenses de fin de vie sont efficientes ? Il y a un économiste de renom qui s'est intéressé à ces questions, pas simplement les questions de fin de vie, mais toutes les questions qui avaient en gros aucun intérêt sur un plan, sur le plan commercial des choses. C'est celui qui a démontré l'utilité des dépenses en matière d'éducation. Vous savez que jusque dans les années 50, les économistes considéraient que les dépenses dans l'éducation n'avaient pas tellement de rentabilité, pas tellement intéressantes. Et donc Gary Becker s'est intéressé à ça, tout simplement avec une approche de coût-bénéfice, qui s'est rendu célèbre pour étendre l'analyse économique aux domaines les plus éloignés en apparence de l'univers marchand, hein, le choix d'un conjoint, celui du nombre d'enfants que l'on peut avoir, la fréquentation religieuse, la décision de garer sa voiture dans un endroit interdit ou de tuer sa belle-mère en l'empoisonnant à l'arsenic. Hein, ces choses intéressantes. Tout cela est expliqué, tout ceci est susceptible d'avoir une explication économique en termes de pesée, en termes de coûts et d'avantages. Qui dit pesée dit mesure commune. Mais quelle unité choisir s'il s'agit de comparer une amende payée dans la monnaie d'un pays, le temps occupé à accomplir une certaine tâche, ou bien le temps de loisir passé en prison, l'amour avec une femme vénale comparé à l'amour-passion? La réponse à tout ça, c'est l'euro, la monnaie. Mais encore faut-il l'accepter. Toutes les valeurs humaines, la vie en bonne santé, l'affection des siens, la mobilité urbaine, l'acquisition d'un savoir ou d'une sagesse, tout se ramène à la question: combien seriez-vous prêt à payer pour bénéficier de la valeur en question? Combien seriez-vous prêt pour bénéficier d'une bonne santé, de l'affection de vos proches, etc. Voici la question principale. Quel prix ce vieillard en fin de vie est-il prêt à payer pour voir son existence prolongée de quelques mois? De toute sa fortune, puisque une fois mort, qu'en ferait-il? La valeur pour la collectivité est encore plus importante, puisqu'il faut rajouter à cette valeur individuelle, évidemment, toute la peine que peut générer une vie perdue alors qu'elle aurait pu être prolongée de quelques mois. Donc on voit bien que quand on compare la valeur monétaire ainsi trouvée au coût des soins, on aboutit à l'heureuse conclusion que dans ce cadre, un haut niveau de dépenses pour les soins terminaux peut être jugé conforme aux préférences collectives et donc efficace selon le critère de la rationalité économique. La situation française est en fait tout à fait non conforme aux préférences collectives et individuelles. Je vous ai relaté, par exemple, le lieu de décès dont la majorité
pour lequel la majorité des Français souhaitent que ce soit le domicile, mais pour une mauvaise allocation des ressources. Aujourd'hui, le lieu dominant est l'hôpital. Alors, il y a un dilemme, évidemment, moral au sein de tout ça. Et ça, ce sont les juristes, notamment dans les universités américaines, qui ont l'habitude de démarrer un petit peu le cours avec le récit, l'apologue suivant. Un malin génie rendit visite au président d'un certain pays et lui proposa le marché suivant. « Je sais que votre économie est languissante. Je suis désireux de vous aider à la raffermir. Je puis mettre à votre disposition une invention technologique fabuleuse qui doublera votre production intérieure brute et le nombre d'emplois disponibles. Mais il y a un prix à payer. Je demanderai chaque année l'avis de 20 000 de vos concitoyens, dont une forte proportion de jeunes gens et de jeunes filles. » Le président recula d'effroi et renvoya son visiteur sans ménagement. Il venait de rejeter l'invention de l'automobile. Merci. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que ça montre? Que si nos sociétés acceptent ce mal qu'est la mortalité routière si aisément, s'il ne leur pose pas de problème de conscience particulier, c'est précisément parce qu'elles ne le représentent jamais dans les termes qui sont ceux de cette fable. Le problème que celle-ci met en scène est un dilemme moral classique. Il s'agit de savoir si des victimes innocentes peuvent être sacrifiées sur l'autel du bien collectif. Bien qu'obsédés par ce type de cas, la philosophie morale classique et l'économie politique n'ont jamais réussi à les éclairer de façon satisfaisante. Je ne permettrai pas de penser que je pourrais moi-même le faire. Alors, une autre illustration, c'est que si vous avez un budget de 10 millions d'euros que vous devez répartir entre une recherche médicale et pour sauver les vies humaines et l'aménagement des points noirs sur les routes de France, si on suppose également que les rendements des moyens financiers dans chacun de ces deux domaines soient décroissants, c'est-à-dire que plus vous dépensez, moins vous sauvez de vies humaines, on aura à peu près la même... Donc plus vous allez dépenser, moins vous allez sauver de vies humaines, mais vous aurez à peu près un arbitrage qui sauvera le même nombre de vies en fonction de l'investissement que vous faites. En revanche, si vous avez des investissements qui n'ont pas la même rentabilité, il serait par exemple des actions en matière de santé qui seraient beaucoup plus efficaces que des actions en matière de sécurité routière. Il serait logique d'avoir un transfert de financement vers la santé par rapport à la sécurité. Mais vous voyez que cette réflexion est difficile à faire sur un plan politique et n'est jamais faite, même si elle est toujours présente de façon directe ou indirecte. Cette valeur exprime deux choses au moins. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la vie a un prix. Comprendre quand on dit que la vie a un prix, c'est qu'elle a un prix fini. On ne peut pas sauver tout le monde. En ce que l'on renonce, donc il y a des mortalités évitables. En France, on est à 120 000 morts évitables, alors qui ne sont pas tous liés à des décisions économiques, bien au contraire, il y a des comportements individuels, mais en partie qui sont liés à des décisions économiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça ne vous a pas échappé que plus les pays sont riches, en général, plus l'espérance de vie est élevée. Donc la vie a bien un prix. Évidemment, ça n'empêche que tout dépend aussi des conditions de la pertinence de l'allocation des ressources. Dernier point, et après je m'arrête, c'est une notion qui est un petit peu importante sur la vie un petit peu statistique. Est-ce qu'elle a une identité? Donc, tout ce qui précède, il faut comprendre que les vies humaines que l'on additionne, comme on le ferait un petit peu avec des tomates et des poireaux, sont en général, mais pas toujours, des vies statistiques, un petit peu au sens du récit donc, que je vous relatais tout à l'heure. Qu'observe-t-on dans la réalité? En premier lieu, mais ça ne va pas être une surprise, que l'on renonce en effet dans chaque secteur où l'on peut agir à sauver des vies supplémentaires. Et il y a une façon de réfléchir en économie qu'on appelle la contrefactualité, qui est en fait de dire que se passerait-il si on ne faisait rien? Que se serait-il passé si on avait renoncé à agir comme on l'a fait pour prévenir les maladies ou les accidents mortels? Des personnes seraient mortes à l'identité bien définie, mais si l'on agit, qui peut nommer les personnes qui seraient mortes si l'on n'avait pas agi? Donc vous avez une
dissolution statistique de l'identité un petit peu personnelle qui prend une autre forme dans le cadre des actions de prévention, on dirait aujourd'hui de précaution. Ce n'est plus seulement le caractère contrefactuel des vies sauvées qui l'explique, c'est l'indétermination de l'avenir. Si on considère les politiques de prévention des accidents de transport, pour vous montrer, il y a une notion qui est importante, qui est la valeur implicite des décès. Je vous ai parlé que là, la valeur implicite de la vie dans le coronavirus n'aura jamais été aussi élevée. Mais prenez par exemple ceux qui meurent d'accidents de voiture ou ceux qui meurent d'accidents d'avion. À votre avis, la valeur implicite d'une vie dans un accident de voiture est plus élevée ou moins élevée que celle dans un accident d'avion? Elle est bien moins élevée parce qu'évidemment, on va considérer que l'accident d'avion qui va entraîner la mort de plusieurs centaines de personnes alors que chaque jour meurt dans l'indifférence et en tout cas dans la non-valorisation des vies humaines. Voilà, alors, on pourrait continuer comme ça, mais en tout cas, on voit qu'au-delà de la rationalité économique qui rend les soins de vie, on l'a vu, efficients, l'évaluation de la société pour l'évaluation qu'on peut faire de ces soins palliatifs, en fait, font de ces soins palliatifs un enjeu de santé publique absolument déterminant. J'ai parlé tout à l'heure de la notion d'inégalité socio-économique, mais évidemment, ça va jusqu'à la mort, où vous avez une formidable inégalité face à la mort, c'est-à-dire que plus les gens sont aisés, plus ils vont, selon l'expression commune, on meurt comme on vit, mais ça, c'est vrai pour les gens qui sont plutôt favorisés. Malheureusement, les gens plutôt défavorisés n'ont pas ni le choix de leur environnement ou de leurs conditions de la mort, et surtout pas la liberté de conserver un maximum d'autonomie, ce qui peut paraître assez paradoxal, mais évidemment, l'autonomie, et ce n'est pas une vision uniquement libérale des choses, même si elle l'est en partie, mais la notion d'autonomie lorsqu'on se rapproche de la mort est évidemment extrêmement importante. Et en tout cas, là, on retrouve toutes ces inégalités socio-économiques dont on ne parle pas et qui choquent assez peu, même ceux qui sont qui ont la fibre sociale la plus développée, mais pourtant, cette inégalité-là est bien absolument insupportable, voire encore plus qu'à d'autres périodes de la vie. Alors, le défi qui est face à nous, c'est le défi de la refondation. Jacques parlait tout à l'heure de l'Institut Santé, mais si on travaille sur la refondation de notre système de santé, c'est qu'on voit bien que vous pouvez prendre tous les sujets en lien avec la santé. On voit qu'on a fait un formidable travail au XXe siècle. On a été le pays qui, en effet, avons le mieux réussi à rendre accessible les professionnels de santé à la population. On a le mieux réussi que tous les autres pays au XXe siècle, ce qui était la première étape de la construction d'un système de santé, ce qu'on appelle l'accès aux soins, la médicalisation des territoires. Okay ? Avec donc cette approche curative, on a été les meilleurs. Sauf qu'on s'est arrêté là, on s'est arrêté à cette étape. Et même cette performance-là commence à être de plus en plus difficile à trouver. Donc ce n'est pas parce que notre système n'a pas été bon, c'est qu'il n'a pas été adapté à de nouveaux enjeux qui nécessitent absolument d'avoir une approche qui sorte du tout curatif, une approche sur les déterminants de santé, ce qu'on appelle l'approche préventive, et une approche sur les soins palliatifs, puisque, encore une fois, cette égalité face aux conditions de la mort devient essentielle. Ça nécessite de changer notamment les cultures, puisqu'on voit que les soins palliatifs, est-ce que c'est le rôle de l'hôpital de faire mourir les gens, en tout cas d'accompagner les gens pendant la mort? Est-ce que c'est vraiment, quand on regarde les différentes missions de l'hôpital, je pense qu'on pourrait alléger cet hôpital public qui est si nécessaire, si important et si en difficulté, en développant d'autres lieux qui seront certainement plus préférables pour accompagner la mort et qui permettraient de reconstruire notre système de santé en général et notre hôpital en particulier. Je vous remercie.